Alors pour ce prochain point donc, de stoichiométrie, on va s'intéresser au rendement d'une réaction. Alors, le rendement d'une réaction, déjà, qu'est-ce qu'on entend par rendement? On parle en quelque sorte de l'efficacité de la réaction. L'efficacité, ça veut dire donc à quel point on va pouvoir produire des molécules qu'on voulait produire dans la réaction. Donc, dans tous les problèmes qu'on a fait jusqu'à présent, en fait, ce qu'on s'est amusé à calculer, donc je vais reprendre par exemple l'exercice 1 des excès délimitants qu'on a fait juste avant, eh bien, les réponses qu'on avait obtenues dans tous les problèmes qu'on a fait depuis le début de la stoichio en janvier, donc que ce soit dans les exercices, dans les interros, ces masses ou ces volumes qu'on a obtenus, c'est ce qu'on appelle des masses ou des volumes qui sont théoriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce qu'on va obtenir si tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais en réalité, dans la vie, dans les expériences, quand on les fait d'un point de vue pratique, on a tout un tas de réactions parasites qui vont pouvoir venir perturber le fonctionnement ou le déroulement de notre réaction chimique. On a l'oxygène de l'air qui peut intervenir et oxyder une partie des molécules. On a une partie des réactifs qui pourraient être pas purs à 100%. Donc par exemple, si j'ai du NH3 et que j'en prends 18,1 g, on peut très bien imaginer que ce NH3 ne comprend pas que du NH3 et que par exemple j'ai 0,3 g de cette masse qui n'est pas du NH3 et qui est autre chose. On peut également aussi, quand on prend des volumes, par exemple, si on prend 25 ml de quelque chose, quand on verse ces 25 ml, eh bien on peut imaginer qu'on ne met pas exactement 25 ml, mais qu'on n'en met que 24,9, 24,8. Donc il y a tout un tas de choses qui sont ce qu'on appelle des réactions parasites ou des réactions secondaires indésirées. Alors des réactions secondaires indésirées, c'est vraiment des réactions qui vont avoir lieu entre les constituants ou entre l'air, par exemple l'oxygène de l'air, comme je le disais tout à l'heure, qui va venir réagir et qui va en fait empêcher le rendement de 100% d'avoir lieu. Si on prend un parallèle par exemple avec vos interros, eh bien dans une interro vous pouvez tous avoir 10 sur 10, mais les réactions parasites, ces réactions secondaires indésirées, c'est par exemple le fait que vous allez arrondir mal un chiffre, que vous allez faire fois à la place de diviser sur votre calculette, que vous allez mal recopier un nombre. Et bien, toutes ces choses parasites vont venir diminuer le rendement et qui font que vous n'avez que 8 sur 10. Donc, on va pouvoir déterminer que le rendement d'une réaction va être égal à la masse qu'on a obtenue réellement sur la masse théorique, le tout fois 100. C'est la formule qui est à la page précédente. La masse théorique, elle est toujours calculée. Ça veut dire que jamais je ne vais vous la donner, c'est tout ce qu'on travaille et tout ce qu'on calcule sur la feuille. Donc vous pouvez toujours calculer ce qui est théorique. Par contre, la masse obtenue, eh bien, je suis obligée de la donner, sinon forcément il vous manque une donnée pour pouvoir calculer ça. Donc c'est cette formule qu'on retrouve ici. La masse obtenue sur la masse théorique fois 100 est égale au rendement, et le rendement est donc une réponse qui est donnée en pourcentage. À partir de là, j'ai deux types de questions qui vont pouvoir apparaître dans les interros. Le premier type de question, c'est on demande le rendement. Si je demande le rendement, je suis donc obligé de vous donner la masse obtenue réellement. La masse obtenue, c'est aussi ce qu'on appelle la masse réelle, c'est ce que vous avez obtenu réellement, et ça, je suis obligé de vous le donner. Elle est donnée par le prof, donc moi. Une fois que vous avez ça, pour trouver le rendement, on applique la formule qui est ici au-dessus. Le rendement est donc égal à la masse obtenue que je vous donne dans l'énoncé, divisé par la masse théorique que vous avez calculée tout seul sur votre feuille, le tout fois 100. Ça, c'est le premier type de question. Le deuxième type de question, c'est on cherche la masse obtenue. Si on cherche la masse obtenue, je suis obligé de vous donner le rendement.
D'accord? Donc ce qui est en rouge, c'est ce que moi je rajoute dans l'énoncé par rapport à ce qu'on faisait avant. Et dans ce cas-là, la masse obtenue est égale au rendement divisé par 100 fois la masse théorique. Donc ça, c'est les deux types de questions. Donc si on retourne dans l'exemple qu'il y a ici, et que je vous ajoute une question, question C. Quel est le rendement de la réaction si on a produit 8,7 g de N2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 10,547 g, c'est la masse théorique qui est obtenue que vous calculez, et la masse réelle, ça devient le 8,7. On vous dit qu'on en a produit 8,7, ça c'est ce qui est réellement arrivé. Je vais donc avoir comme réponse, le rendement est égal à ce que j'ai réellement obtenu 8,7 divisé par 10,547, le tout fois 100. Vous calculez ça et ça donne 8,7 divisé par 10,547, le tout fois 100, 82,4%. Ça, c'est donc si on vous demande le rendement et qu'on vous donne la masse réelle. Question D maintenant. Quelle est la masse réelle qu'on obtient si le rendement est de 60%? Et bien là, c'est l'autre formule qu'il faut utiliser. Donc on va isoler la masse obtenue. Et la masse obtenue est égale à la masse théorique fois le rendement. Donc on va faire 60 divisé par 100 fois 10,547 g. 10,547 fois 60 divisé par 100, on obtient 6,328. Donc ça, c'est vraiment les deux types de questions que vous pouvez avoir quand on touche au rendement. Maintenant, il y a un deuxième type de nouvelles questions qui pourrait arriver, qui va être, si on vous donne une réaction dont le rendement n'est pas de 100%, on peut vous demander du coup combien on a besoin de mettre en jeu de réactifs pour quand même obtenir la quantité qu'on veut. Exemple, on va prendre une réaction qu'on connaît, qui est la fabrication de l'eau. 2H2 plus O2 qui donne 2H2O. D'accord? Alors, si le rendement de cette réaction est de 60%, quelle masse d'hydrogène a-t-on besoin pour produire 10 g d'eau? Donc, on va faire l'exercice comme on aurait envie de faire au départ en notant les données. Donc, je vais mettre que j'ai 10 g d'eau dans cette colonne-là. Donc, si j'ai 10 g d'eau, j'ai 0,556 moles. Je fais passer ça dans la colonne de l'hydrogène, divisé par 2 fois 2, 0,556. Et puis je multiplie par 2, j'ai 1,111 g. Alors ça, c'est la quantité d'hydrogène que j'ai besoin pour former mes 10 g d'eau. Mais maintenant, si je pars de ce 1,111 g, je le divise par 2, j'obtiens 556. Je le passe dans ma colonne de l'H2O, 556 également. Je le multiplie par 18, j'obtiens
10 grammes, mais qu'est-ce qu'on a dit? Quand le rendement n'est pas de 100%, on va encore appliquer ce rendement ici. Je vais donc faire fois 60 divisé par 100 et je vais obtenir 6 grammes. Et ça, c'est la masse réelle d'eau produite. Or, j'ai un problème parce que moi, ce que je voulais savoir, c'était combien d'H2 je devais prendre pour avoir quand même 10 grammes à la fin de mon exercice. Parce que quand vous avez des réactions qui ne sont pas rentables à 100% et que vous avez des usines qui produisent ces molécules, par exemple, si vous avez à la fin de la journée une commande de 10 grammes de quelque chose, il faut qu'à la fin de la journée, vous ayez produit vos 10 grammes. Si vous ne produisez pas 10 grammes, votre client n'est pas content, vous ne pouvez pas satisfaire toutes les commandes et donc ça ne va pas. Donc, il faut trouver quelque chose pour pallier à ça. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que ce 100 grammes, ce 10 grammes ici, pardon, ce 10 grammes ici, c'est la masse théorique. Il faudrait que ce 10 grammes devienne la masse réelle. Or, on sait que... Donc, je sais que la masse obtenue sur la masse théorique, le tout fois 100 est égal à mon rendement. Ici, mon 10 grammes, c'est ma masse qui est théorique. Or, je voudrais que le 10 grammes soit ma masse obtenue et trouver du coup de quelle masse théorique j'ai besoin. Donc le 10 grammes, en fait, je veux que le 10 grammes, ça soit mon 6 grammes qui, après avoir passé le 60%, j'obtienne 10 grammes. Donc pour ça, ça veut dire je veux que 10 grammes deviennent ma masse réelle. Pour ça, j'ai besoin de trouver la nouvelle masse théorique. Donc si je veux que la masse obtenue soit égale à 10 grammes, je vais avoir 10 grammes fois 100 divisé par 60 va être égal à ma masse théorique. Et ma masse théorique, du coup, devient 10 grammes fois 100 divisé par 60. La masse théorique est égale à 16,667 grammes. Et si maintenant je refais mon exercice en partant d'une masse ici de 16,667 grammes, je divise par 18, j'obtiens 0,925 moles. Je passe mon 0,926 moles ici. Je fais fois 2, j'obtiens 1,852 grammes. Et si maintenant je refais l'exercice comme ce que j'ai fait en orange au-dessus, 1,852 divisé par 2, ça me fait 0,926. Passer ici, ça fait 0,926 moles. Fois 18, ça me donne 16,667. Et fois 60%, ça me donne bien les 10 grammes que je voulais. Ce qui revient à dire, parce que vous allez me dire, ouais, ok, mais ça fait beaucoup de calculs, tout ça pour faire ça. Non, ça revient à dire que en fait, quand on a un pourcentage de rendement et qu'on cherche la quantité dont on devrait partir pour arriver à une certaine masse, donc ça veut dire que le 10 grammes ici qu'on veut, ce 10 grammes, c'est la masse réelle qu'on veut. Et pour avoir une masse réelle, on va devoir transformer cette masse en masse théorique. Et pour faire ça, on multiplie, soit on fait la formule et on convertit, soit on multiplie par l'inverse du pourcentage de rendement. Et alors, on a la masse théorique de laquelle on va devoir partir. Et si on part de cette masse théorique, on obtient bien la bonne réponse et la bonne masse qu'on aura besoin, qui, une fois qu'on aura enlevé le pourcentage de rendement, nous laissera la quantité qu'on voulait avoir. Alors, une petite subtilité qui est juste une astuce de compréhension et pas vraiment de la matière en plus, c'est ce qu'on appelle le pourcentage de pureté ou d'impureté. Quand on a parlé du rendement, donc je vous ai dit que cette diminution du rendement qui n'est pas à 100% peut venir de réactions
secondaires non désirées, les réactions parasites, ou elles peuvent provenir de substances qui ne sont pas pures, par exemple, à 100%. Et bien justement, on va parler de ça maintenant. Donc quand une substance est impure, c'est qu'elle contient donc des impuretés, elle n'est pas constituée que de ce qu'on attend. Donc par exemple, si on a la réaction entre de l'aluminium et du H2SO4, ça va nous donner du Al2SO4 3 plus de l'H2. Et donc ça fait notre réaction. Mais si on part d'aluminium et qu'on utilise de l'aluminium, donc dans l'énoncé, on va vous dire, on utilise 25 g d'aluminium pur à 75%. Donc la question va être, quel est le volume de H2 produit en CNTP? On va partir de la case aluminium et mettre 25 g d'aluminium. Mais ce pur à 75%, il veut dire quoi? Il veut dire que j'ai mon morceau d'aluminium qui fait 25 g. Et que dans ces 25 g, il veut dire que j'ai, à tout casser, plus ou moins, 75% qui sont effectivement de l'aluminium. Et par contre, j'en ai 25% qui ne sont pas de l'aluminium. Donc, avant de pouvoir commencer mon exercice, je vais devoir prendre la masse qui est celle-ci, qui ne contient pas les impuretés, avant de la transformer en mol, histoire de savoir exactement de combien j'ai d'aluminium et de combien j'en ai à ma disposition. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est les mêmes formules que le rendement en fait. On fait 25% fois 25 grammes fois 75%. 25 fois 75 divisé par 100, ça donne 18,75 grammes. Et ça, c'est ce qu'on va transformer en nombre de moles et c'est ce qu'on fera passer dans la colonne où on cherche quelque chose parce que la quantité ici, cette partie-là, elle est constituée de 18,75 grammes et non de 25 grammes comme on l'entendait au-dessus. Et donc, le problème se pose dans l'autre sens exactement comme ce qu'on a vu avec le pourcentage de rendement. Si je veux produire, alors on va écrire une autre équation, on va prendre toujours de l'aluminium plus du HCl qui donne du AlCl3 et de l'H2. Si on veut produire 100 g de AlCl3, ici, combien d'aluminium on aura besoin? Donc combien d'aluminium a-t-on besoin pour produire 100 g de AlCl3? Eh bien ces impuretés, donc si l'aluminium est pur à 75%, comme au-dessus, eh bien en fait ce 75% intervient un peu comme un pourcentage de rendement, donc exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Si on a 75% d'aluminium et non 100%, eh bien le rendement de la réaction va être diminué de 25%. Donc ça veut dire que là je vais avoir 25% de moins dans ce que j'ai, c'est ce qu'on a fait ici au-dessus. Si j'avais fait mon calcul à partir de mon 25, j'aurais obtenu Al2SO4 qui aurait été 25% plus grand que ce que je vais obtenir à partir de mon 18,75. Eh bien, c'est ce qu'on va faire ici aussi, c'est qu'on va calculer la quantité de AlCl3 dont on veut. On va partir en nombre de moles, on va aller dans la colonne de l'aluminium. Donc ça fait 100 divisé par 35 fois 3 plus 27, 132. Donc 100 grammes qu'on veut divisé par 32, ça nous donne... Non, divisé par 132, c'est mieux. Divisé par 132, ça donne
0,758 moles. Ce nombre de moles passe ici, alors j'ai pas pondéré parce que je vais un peu trop vite, donc ça fait 2, 2, 6 et 3. Donc divisé par 2 fois 2, ça reste 0,758 moles. On va multiplier par 27. J'ai donc besoin de 20,455 grammes. Et ici, ça, c'est pas vraiment la vraie masse, c'est la masse, en fait, de mon caillou. C'est la masse de ceci, 20,456 grammes de la masse qui est mon aluminium, la partie qui est l'aluminium. Il faut donc que, une fois que j'ai enlevé cette partie ici, il me reste 20,455 grammes. Donc, pour pouvoir faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais donc augmenter ma masse en faisant fois 100 sur 75. Pourquoi? Donc ça va faire fois 100 divisé par 75. J'ai donc besoin de 27,273 grammes. Et là, une fois que j'aurai enlevé mes 25% d'impureté, j'aurai bien mon 20,455 qui me reste, qui va mener à 100 dans l'autre sens. Donc c'est exactement les mêmes formules que le rendement, parce qu'en fait, le rendement va être parfois lié à un pourcentage d'impureté et que donc les formules sont les mêmes. On va juste pas les utiliser spécialement au même endroit ou en même temps, mais les calculs sont les mêmes. Vous devez juste absolument comprendre quand on les utilise. Donc, pourquoi est-ce que ça, j'en ai besoin de plus? Eh bien parce que le caillou que j'utilise d'aluminium, la partie aluminium doit être égale à 20,456 grammes, mais le caillou en entier, c'est celui qui contient en plus un certain pourcentage d'impureté, donc 25% d'impureté. Donc si vous voulez qu'on pose ça en calcul de x, la taille de mon caillou, tout ça, c'est x, et x doit être égal à... Non, pardon, c'est pas x, c'est... Si, x, la taille du caillou que je cherche va être égale à 20,456 grammes, donc ce que j'ai, plus les impuretés que je dois enlever, c'est-à-dire 25% de x que je ne connais pas. Et si vous résolvez cette équation-là, vous allez donc tomber, vous allez mettre tout au même dénominateur, donc vous allez avoir x moins 25x sur 100 doit être égal à 25,456 grammes. Autrement dit, si je mets au même dénominateur, ça fait 100 moins 25x sur 100 doit être égal à 20,456 grammes. Et vous obtenez donc bien que x est égal à 20,456 grammes fois 100 divisé par 100 moins 25, 75. Donc ça revient bien à faire ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est-à-dire à multiplier par l'inverse du pourcentage, soit de rendement, soit de pureté, selon le cas dans lequel on est. Donc, maintenant vous allez vous lancer dans les exercices. Alors, les réponses sont toujours dans les marges. Attention juste pour, voilà, à l'exercice 2, quand on vous dit du H2SO4 à 98% en masse, ça veut dire en gros pur à 98% parce qu'on n'a pas encore fait le pourcentage massique, donc, mais vous le prenez que c'est pur à 98%, donc ça veut dire que si on a 100 grammes, on en a 98 qui sont effectivement du H2SO4.